qui n'a jamais eu cette petite boule au ventre en appelant une entreprise, en sachant qu'il faut d'abord réussir à passer le secrétariat pour avoir la bonne personne. Ah oui, le fameux barrage, c'est un classique. Exactement. Et c'est un moment clé, on est d'accord, dans la communication pro. Et justement, aujourd'hui, on plonge là-dedans. On a mis la main sur un document de formation assez précis. Comment convaincre une secrétaire. Mhm. C'est édité par LRDCIP. Alors pour info, c'est le repère des conseillers en insertion professionnelle, donc une source plutôt orientée efficacité pro, on va dire. Et ça date de 2025. D'accord, intéressant. Notre objectif, c'est de décortiquer ensemble les stratégies qu'il propose. Alors, qu'est-ce que ce guide nous apprend vraiment sur cet art délicat du premier coup de fil? On va regarder ça de près, voir un peu les mécanismes de persuasion, l'efficacité relationnelle. Prêt pour cette analyse? Tout à fait. Et ce qui est intéressant d'emblée, je trouve, c'est que ce document y reconnaît vraiment le rôle crucial du secrétariat. Ah oui. Oui, c'est pas juste vu comme un filtre, quoi. C'est présenté comme une plaque tournante, un gestionnaire de flux d'infos essentiels au bon fonctionnement. C'est vrai que c'est souvent sous-estimé comme fonction. Exactement. Alors que la personne à ce poste, elle détient un peu les clés de l'accès, de la priorisation. C'est une perspective importante, je pense, avant même de voir les conseils pratiques. Oui, ça pose bien le contexte. Alors, allons-y. Le tout premier conseil du guide. Bon, ça peut paraître basique, une évidence même. Mm, mm. Mais ils insistent beaucoup dessus, être poli et courtois. Utilisez, s'il vous plaît, merci, la base, quoi. La base, mais une base fondamentale. Et ça va plus loin que la simple convention sociale, en fait. C'est-à-dire? La politesse ici, c'est un signal très fort dès le début. Ça pose un cadre de respect mutuel, faut imaginer la personne au secrétariat. Oui, Elle gère des dizaines, peut-être des centaines d'appels. Certains sont pressants, parfois désagréables. j'imagine bien, oui. Donc la courtoisie, ça permet de désamorcer une méfiance potentielle. Ça humanise l'échange. Et c'est aussi une reconnaissance implicite de la fonction de la personne. D'accord. Pensez juste à l'effet de contraste. Un appel poli, ça se remarque tout de suite par rapport à un appel un peu sec ou exigeant. Ça ouvre une porte psychologiquement parlant. Je vois, oui. C'est pas juste une formule, c'est une vraie stratégie d'ouverture. Exactement. Alors, dans la même idée de clarté, de respect du temps de l'autre, le deuxième conseil, c'est l'identification. Le guide dit, faut se présenter, nom, prénom, société peut-être, et dire l'objet de l'appel tout de suite. Hmm. Pas de mystère. On dit pourquoi on appelle direct. Oui, et ça, c'est directement lié à l'efficacité et à la charge mentale de la personne au standard. Ah oui? Oui, imaginez gérer un flux constant sans savoir rapidement qui appelle et pourquoi. C'est juste épuisant et contre-productif. Logique. En donnant ces infos clés dès le départ, on facilite son travail de tri, d'orientation. L'interlocuteur peut tout de suite commencer à catégoriser la demande, évaluer l'urgence, trouver le bon destinataire en interne. D'accord. C'est une marque de professionnalisme. Ça montre qu'on a préparé son appel et qu'on respecte le temps et les process de l'autre. Ça évite les questions genre « c'est à quel sujet ?» quoi. Moins d'ambiguïté. Oui, c'est plus fluide pour tout le monde. Ça permet à la personne de router l'info, comme on dit. Voilà. Alors le troisième point, là on devient plus stratégique. Il s'agit d'expliquer l'importance de la demande. Mhm. Le document dit qu'il faut expliquer clairement et surtout de manière concise pourquoi l'appel est pertinent, voire crucial pour la personne qu'on veut joindre. Oui. Donc ça suffit pas de dire je veux parler à Monsieur Martin. Faut dire je veux parler à Monsieur Martin parce que. C'est ça, c'est le point clé. On passe de la simple demande à la justification. C'est là que l'appelant doit montrer qu'il a réfléchi à la valeur de son appel. Hmm. Mais du point de vue du destinataire final, ou de l'entreprise. Le fameux « qu'est-ce qu'ils y gagnent ?» en gros. Oui, le what's in it for them. Exactement. Pour le secrétariat, dont le rôle est aussi de filtrer, de protéger le temps des collaborateurs, c'est ça l'argument décisif. Est-ce que l'appel mérite d'être passé ou est-ce qu'on peut le traiter autrement ? Je vois. Une bonne justification, ça montre que c'est pas une perte de temps potentielle, mais peut-être une opportunité, une info importante, une solution, quelque chose qui a de la valeur, quoi. Et la concision est importante aussi, vous disiez. Ah oui, crucial. Faut donner l'argument sans noyer l'interlocuteur sous les détails, direct et pertinent. D'accord. Ça demande une bonne préparation en amont, ça, pour bien formuler cette valeur ajoutée. Absolument. Ce qui nous amène assez logiquement au quatrième conseil, utiliser la force de conviction. Oui. Le guide parle d'employer un langage persuasif, de mettre en avant des bénéfices concrets et d'être précis.
Là, on est au cœur de la vente de l'appel, si on peut dire. Oui, on touche à la rhétorique de l'appel. Mais ce que le guide semble vouloir dire, c'est une persuasion basée sur la logique, sur le bénéfice mutuel, pas la pression ou l'émotion pure. D'accord. Mettre en avant les bénéfices, ça veut dire traduire l'objet de l'appel en avantages concrets pour l'entreprise ou la personne. Gain de temps, économie, infos-clés, résolution de problèmes. Et la précision. Ça demande de construire un mini-argumentaire solide, crédible, en quelques secondes. Mais comment on fait ça sans tomber dans le discours trop commercial, un peu artificiel? C'est un équilibre, j'imagine. Tout à fait. L'équilibre, il est sûrement dans l'authenticité et la pertinence réelle de ce qu'on apporte. Si le bénéfice est vrai et bien ciblé, le ton peut rester pro, assuré, sans être perçu comme manipulateur. Hmm. La conviction, elle vient aussi de la confiance qu'on a dans la valeur de ce qu'on dit. Le guide ne pousse pas à survendre, je pense, mais à bien articuler la valeur qui existe déjà. D'accord. La force de conviction, c'est pas forcément parler fort, hein, c'est parler juste, de manière pertinente. Bien articuler la valeur réelle, je retiens ça. Alors, le 5e conseil du document m'a un peu surprise. Il s'agit de montrer de l'enthousiasme. Ah. Oui, le guide dit d'exprimer son intérêt pour l'échange, sa motivation. Comment on interprète ça, On ne va pas être faussement surexcité au téléphone si... Non, non, certainement pas. L'enthousiasme ici, faut le comprendre comme l'expression d'un intérêt sincère, d'une énergie positive par rapport à l'objet de l'appel. D'accord. Psychologiquement, c'est connu, l'enthousiasme est communicatif. On parle de contagion émotionnelle. Ah oui. Oui, un ton engagé, positif, ça peut signaler que l'appelant croit vraiment à l'importance de son message, et dans un flux d'appels parfois un peu monotone, Mhm. cette énergie peut faire ressortir l'appel, le rendre plus mémorable et influencer positivement la perception de sa pertinence par le secrétariat. D'accord, je vois. C'est aussi un signe d'implication personnelle, ça peut être vu comme un gage de sérieux. Bon, évidemment, il faut trouver le juste milieu pour que ça sonne authentique et pro, pas surjoué. Ok, donc c'est comme un signal de l'importance qu'on accorde soi-même à cet appel. C'est intéressant. Exactement. Après cette phase un peu plus offensive, on va dire, de conviction et d'enthousiasme, le 6e point nous ramène à des choses plus relationnelles. La patience et le respect. Essentiel. Le document insiste ne pas être exigeant. Rester calme même si on n'obtient pas ce qu'on veut tout de suite et respecter la décision du secrétariat en reconnaissant leur charge de travail. Et ce point-là, il est fondamental. Il montre une compréhension très réaliste du poste de secrétariat. Oui, Ces postes sont souvent sous pression, hein, gérer plein de demandes, des interruptions, des consignes parfois floues. L'impatience ou l'agressivité d'un appelant, ça ne fait qu'ajouter à cette pression. ça risque de braquer l'interlocuteur en plus. Exactement. Respecter un non ou une proposition de rappeler plus tard, ce n'est pas de la faiblesse. C'est reconnaître l'autorité de l'autre, ses contraintes. Et ça préserve la relation. C'est crucial si on doit rappeler. Oui, une approche respectueuse, patiente, même si on essuie un refus au début, ça laisse une bien meilleure impression. Et paradoxalement, ça peut ouvrir des portes plus tard, bien mieux qu'une insistance mal placée. Ça demande une certaine maîtrise de soi, ça. Surtout si l'appel est important pour nous. C'est un peu un investissement dans la relation sur le long terme. C'est exactement ça. Faut pas voir l'interaction comme un truc unique, isolé, mais comme un maillon potentiel dans une chaîne de communication future. Mhm. Brûler les ponts dès le premier contact par impatience, c'est rarement une bonne idée. Bien vu. Alors, justement, que faire si, malgré tout ça, la personne qu'on veut n'est pas dispo? Le 7e conseil aborde ce cas. Il suggère de demander des alternatives. Ah oui? Pas juste raccrocher, déçu, mais creuser un peu. Est-ce qu'on peut laisser un message précis? Y a-t-il quelqu'un d'autre de pertinent à qui parler? Quel serait le meilleur moment pour rappeler? C'est une approche très proactive et constructive face à un obstacle. Au lieu de voir l'indisponibilité comme un mur, on la voit comme une info. Sur laquelle on peut rebondir. Voilà. Demander des alternatives, ça montre plusieurs choses. De la flexibilité, de la persévérance, mais une persévérance constructive, hein, pas de l'acharnement. Et ça montre que l'objectif, c'est bien de faire passer l'info ou d'établir un contact utile, pas juste de parler à cette personne à cet instant. D'accord. Et surtout, en posant ces questions, on invite la personne au secrétariat à devenir un peu une alliée. Elle connaît l'organisation, les agendas, lui demander conseil, ça peut être très productif. Et c'est valorisant pour elle aussi. C'est une façon de transformer un échec potentiel en petite collaboration. Malheur. Exactement. Et on arrive au 8e et dernier conseil. Qui boucle la boucle en revenant à la base. Toujours remercier.
La base, oui. Peu importe le résultat de l'appel qu'on ait eu, le contact, une info ou même un refus poli, le guide insiste remercier la personne pour son temps et son aide. C'est la touche finale, le point d'orgue de la courtoisie. Comme la politesse au début, le remerciement à la fin, ça encadre l'interaction dans le respect. Hmm, Ça reconnaît l'effort, le temps que l'interlocuteur a consacré, même si le résultat n'est pas celui qu'on espérait. Psychologiquement, ça laisse une impression positive durable. C'est l'effet de récence. oui, Et dans un contexte pro où on peut être amené à rappeler, terminer chaque interaction, même courte, sur une note de gratitude. Ça aide à construire et maintenir une bonne relation. C'est simple, mais c'est puissant comme reconnaissance du travail de l'autre. Et ça coûte rien. voilà qui termine notre tour d'horizon des 8 conseils de ce guide. Si on essaie de résumer un peu, ce document Comment convaincre une secrétaire point, il propose finalement une méthode assez complète, non? Oui, tout à fait. On y trouve un mélange constant entre le savoir-être, la politesse, le respect, la patience, et puis des techniques de communication plus stratégiques, la clarté, la justification, la conviction, la recherche d'alternatives. C'est une approche qui veut allier l'humain et l'efficacité, j'ai l'impression. C'est tout à fait ça. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que même si ces conseils sont très ciblés sur cette situation précise, l'appel vers un secrétariat, les principes derrière sont en fait universels en communication. Ah oui, vous pensez? Bah oui, réfléchissez-y. Être clair sur son intention, respecter le temps et le rôle de l'autre, savoir formuler la valeur de son message, le fameux «pourquoi on dérange», l'écoute, l'adaptabilité, gérer ses émotions comme l'impatience, reconnaître le travail d'autrui. Hmm, Tout ça, ce sont des compétences clés dans n'importe quelle interaction pro, que ce soit en face-à-face, par mail, même en management. c'est vrai. On pourrait presque voir ce guide comme un condensé des bonnes pratiques de communication en général. Ça dépasse largement le petit truc pour passer un standard téléphonique. Absolument. Ce guide, sous son titre un peu direct, il met en lumière l'importance de l'intelligence relationnelle, de la préparation, dans toute communication qui vise un objectif. Mhm. Il nous rappelle que derrière chaque fonction, il y a une personne. Et que la qualité de la relation humaine, c'est souvent un facteur déterminant pour atteindre nos objectifs professionnels. Et en y réfléchissant un peu plus loin, ces techniques, elles visent à créer une connexion, à faciliter le passage d'une info dans un système qui a ses règles, ses contraintes. Oui. Ça soulève une question intéressante pour aujourd'hui, non? Comment ces principes, clarté, valeur, respect, persévérance, comment ils s'appliquent ou comment ils doivent s'adapter quand le gardien, ce n'est plus une personne au bout du fil? C'est-à-dire? Quand c'est un algorithme qui filtre vos mails, une voie de vocale systématique, une interface de chatbot, la nature du barrage change, elle évolue. Ah oui, d'accord. Mais le besoin de le franchir efficacement et idéalement respectueusement, il reste le même. Comment on transpose cette intelligence relationnelle dans un monde de plus en plus numérique, automatisé? C'est une excellente question. Pour continuer la réflexion, ça, comment adapter cette finesse humaine à des filtres qui ne le sont pas humains? Vaste sujet. Merci d'avoir suivi cette exploration détaillée avec nous.